J'ai beaucoup de retard dans les updates lecture, il serait temps de le rattraper avec un update lecture qui date du mois de décembre. Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler lecture et notamment chronique de celles que j'ai lues au mois de décembre. Donc si vous avez vu mes vlogmas, normalement vous connaissez tout ceci, mais ce n'est pas grave, j'aime quand même que ce soit répertorié dans les updates lecture. Et en plus de ça, quand moi je cherche dans le passé où est-ce que j'ai lu le livre, est-ce que je l'ai chroniqué pour la maison d'édition, etc. ça m'aide beaucoup. D'ailleurs j'en ai oublié hein. Il a cru que parce que c'était un abandon, je n'avais pas parlé de lui. Il est arrivé hein. Hop là, j'ai tout. J'en ai presque pas, même voire pas abandonné en 2022, sauf deux. Les deux sont là-dedans. D'ailleurs vous pouvez le dire hein, que j'ai l'impression d'être tombée dans un petit pot de peinture. C'est normal, c'était pour une photo Instagram et quand vous connaissez un petit peu mon feed, vous savez que c'est le genre de photo où je dois être assez apprêtée pour que ça ressorte bien. D'où ceci. Bon, ce ne sera clairement pas dans mon ordre de lecture, mais peu importe, on commence tout de suite avec le premier tome de Gods of Love, signé par Eugénie Dielens aux éditions Hugo New Romance. Je vous le dis tout de suite, l'autrice a annoncé en story Instagram qu'il n'y aura pas de suite, en tout cas la maison d'édition n'a pas signé pour la suite, donc il n'y a que les deux premiers tomes. Par contre, ils peuvent se lire indépendamment puisque chaque livre traite d'un personnage, d'un dieu et de la romance de celui-ci. En l'occurrence ici, il s'agit du dieu de l'amour Eros. Son but est donc d'influencer les êtres humains pour qu'ils puissent trouver l'amour, trouver leur âme sœur, mais c'est un sentiment qui lui est interdit. À force de voir beaucoup de cas très compliqués avec l'amour qui n'arrive pas à trouver sa place, de personnes désespérées, mais finalement il va de plus en plus être attiré avec les personnes ayant de grosses difficultés avec l'amour. Il faut savoir que les dieux de l'amour ici, ils ont des pouvoirs spéciaux et il va rencontrer Kaléa, une jeune demoiselle qui a un cœur qui résonne vraiment bizarrement à son oreille et en fait il ne comprend pas, il n'arrive pas à utiliser son pouvoir sur elle ni aucun de ses frères. C'est donc tout pour le résumé de ce premier tome qui est donc, vous l'avez compris, une inspiration de la mythologie grecque que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a des petits couacs que je me souviens vous avoir dit que des fois bon bah là ça allait un petit peu trop vite, là j'aurais mis plus de détails etc. Mais malgré tout l'histoire est là, les personnages étaient très attachants, Kaléa son histoire est très originale, j'en ai pas lu beaucoup et pourtant c'est quelque chose qui arrive dans la vie réelle, peut-être pas à tout le monde heureusement, peut-être pas à chaque coin de rue heureusement, mais bah, c'est des choses qui arrivent tout simplement et je suis très heureuse que Eugénie ait raconté l'histoire de Kaléa via ce parcours médical assez atypique. Et Eros, je l'aime également beaucoup, il est assez froid, c'est pas qu'il est distant, il est réservé, ils ont pas le droit en fait, les dieux de l'amour, de ressentir ce genre d'émotions, c'est propre aux humains, ils doivent les influer chez eux. Alors quand il commence un petit peu à se faire avoir à son propre jeu, autant vous dire qu'il n'était pas forcément prêt à cela. Si vous aimez les univers de mythologie grecque, je vous le recommande, si vous aimez les romances également, mais comme je vous l'ai dit, on passe un bon moment de lecture, c'est pas assez approfondi, c'est ça qui est dommage, mais ça reste une lecture agréable. Poursuivons avec une petite romance de Noël, bah du coup c'était la seule que j'ai lue cette année, c'est celle de Georgia Caldera, à savoir Embrasse l'hiver et Danse avec lui aux éditions J'ai lu. Romy est une jeune femme qui a dû retourner vivre au sein du manoir familial puisqu'elle a eu une rupture avec son chéri. Bon, chose qui arrive assez régulièrement malheureusement. Par contre, ce qui est un petit peu moins fréquent, c'est la vengeance qui s'ensuit. Parce qu'au début elle se dit qu'elle en a rien à casquer de ce que lui a fait le Julien, qu'elle passe au-dessus, qu'elle est beaucoup plus mature que ça. Ah non pas du tout, elle est très immature. Elle va donc décider d'aller faire des petites farces, pas forcément très gentilles, à ce cher Julien puisqu'elle a encore les clés de son appartement. Donc autant vous dire que les crasses, il y en a what milliards, sauf que le problème, c'est que Julien a déménagé. Vous doutez bien que la romance en question a lieu avec le protagoniste qui vient d'emménager dans ce logement, qui est veuf depuis quelques années, qui est une petite fille dont sa maman s'occupe énormément puisque lui est à fond dans le boulot pour noyer un petit peu les émotions qu'il peut avoir suite à la perte de sa femme d'une manière assez trigger warning, je dois l'avouer. Je peux pas vous le dire ici si vous souhaitez pas le savoir, mais c'est une forme de décès bien trop répandue malheureusement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé cela extrêmement frais, extrêmement rafraîchissant. Romy, elle est pleine de peps, j'aime beaucoup sa personnalité et elle y va à chaque fois les pieds dans le plat, elle fait des boulettes énormes ici.
Et quand on est dans sa tête, c'est très drôle suite à ça. C'est vrai qu'elle essaye toujours de rattraper ses boulettes et ce qu'elle dit ou ce qu'elle dégage est souvent le contraire en fait de ce qu'elle pense à ce moment-là. C'est-à-dire que intérieurement, elle va avoir peur ou elle va se faire pipi dessus, elle va avoir honte, mais face à la personne, ça va pas se voir et je trouve ça plutôt sympa. Je crois que pour moi, le petit point négatif, en fait, ça a été la romance, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il se tourne autour, bien que c'est un peu le jeu du chat et de la souris, vous voyez bien, mais du moment qui s'acceptent et qui se mettent ensemble, c'est les 50 dernières pages et ça va hyper vite. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je pense que je préfère quand c'est un petit peu plus détaillé une fois qu'ils sont ensemble et un petit peu moins idyllique aussi, une fois qu'ils ont décidé de se mettre en couple. Oui, j'aime les problèmes dans les couples, mais que dans les romans, c'est tout. Il n'empêche que j'ai quand même passé un super moment de lecture que je ne peux que vous recommander si vous souhaitez le lire à ce Noël 2023. C'est mon deuxième Georgia Caldeira, j'ai lu le tome 1 des Brumes de Cendre Lune et du coup je peux vous dire que j'aime quand même assez sa plume. Continuons avec une lecture que j'ai adorée en cette fin d'année. C'est le premier tome des Dieux du Campus, donc de Phoenix Beacher et F. Vestier aux éditions Hugo, New Romance. Vous connaissez à me connaître, je lis énormément de romances de chez eux. Ce que j'aime énormément, c'est ce genre de trope qu'on retrouve ici, avec des personnages, des protagonistes qui sont à l'université et dont le personnage masculin est un sportif. Et ça, c'est tout ce que j'aime. C'est un petit peu en fait comme Campus Drivers, sauf qu'ici il y a peut-être un petit peu moins de sarcasme. J'ai une préférence pour la saga que je vous ai citée précédemment. Avec le livre que je vais vous présenter juste après, c'est une des scènes de rencontre qui m'a fait le plus rire entre les deux protagonistes. C'est des trucs un petit peu what the fuck, un petit peu barrés, je suis sûre qu'ils arrivent dans la vraie vie, hein, même si moi j'ai été trop sage, dirons-nous, pour que ça m'arrive. Mais bref, c'était assez hilarant. J'aime beaucoup le respect qu'il y a dans leur relation. Leander est un protagoniste qui paraît extrêmement jovial, extrêmement positif, mais qui garde et qui encaisse énormément. Personne ne comprend vraiment Leander à part Nyx. Et pourtant, il vit dans une colocation avec d'autres protagonistes masculins, dont il y a un tome les concernant par la suite. Il y en a 4 au total. D'ailleurs, sur les 4, il y a 2 homoromances qui correspondent du coup au tome 2 et au tome 4. Enfin voilà, c'est ce genre de roman dans lesquels je me sens très bien, qui sont extrêmement page-turner, où on s'attache vite aux personnages et vite aussi aux personnages secondaires, pardon. C'est-à-dire que j'ai hâte de continuer la saga pour en savoir plus sur les autres protagonistes. Autant le tome 2, Sander, c'est une personne qui assume sa sexualité, qui est donc homosexuelle et qui est très extravertie, mais c'est aussi une carapace pour lui, tout comme la violence dont il peut faire preuve parfois. Autant je me souviens par exemple que le 4e tome sur l'autre personnage homosexuel qui est Knox, lui il est extrêmement réservé, on ne sait rien de lui, mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Du coup je suis encore plus curieuse de le découvrir. On croyait pas le 3e aussi, il m'intrigue un petit peu, mais je sais pas pourquoi c'est les 2 autres qui m'ont le plus marqué dans la coloc. Je poursuis avec un de mes plus gros coups de cœur de la fin d'année, c'est donc le premier tome de Myrina Holmes, écrit par Anna Triss aux éditions Black Ink. Alors, je vais pas vous dire ça pour tout parce que ça viendra dans les prochaines updates lecture, mais sachez que j'ai lu l'entièreté de la trilogie et le spin-off. J'ai tout bouffé. Myrina Holmes est un démon, sauf que sa particularité, c'est qu'elle est mi-vertueuse, donc elle a un attrait pour la justice, et mi-pécheresse, elle a un attrait pour la luxure. C'est très rare qu'il y ait vraiment ces 2 types de démons en une personne. Quand ça arrive, c'est pas forcément viable, ou alors on dit que c'est un sans-âme, ou quand ça peut fonctionner, il y a un handicap. Myrina a effectivement un handicap que vous pourrez découvrir si vous décidez de plonger dans cette histoire. Son job, c'est celui d'une traqueuse, c'est-à-dire qu'elle est envoyée par l'équivalent du FBI. D'ailleurs c'est très drôle parce qu'en fait à la base ils disent qu'il s'appelle le FBI, mais comme les humains leur ont piqué ce nom, ils ont décidé de changer celui-ci. Disons qu'elle travaille du coup pour une société flic des démons, et elle est là en fait pour essayer d'élucider les meurtres et pour punir les personnes qui ne respectent pas la loi démoniaque. En parallèle, on suit Kellen Wills, qui est une personne très haut placée dans la politique et qui a les 7 péchés capitaux en lui. C'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont ainsi. Par contre, il y a certains attraits qui sont plus développés que d'autres, plus présents que d'autres, comme par exemple l'orgueil ou la luxure. Et ce gros charreau de l'espace sort avec la demi-sœur de Myrina qui est entièrement succube. Donc imaginez un petit peu les scènes qui va rencontrer Myrina. Des circonstances, mais d'une improbabilité. Oh, je crois que si j'étais enceinte, vraiment, j'aurais fait pipi dans ma culotte. C'était sûr que mon périnée n'aurait pas pu tenir tout ça. Du coup, franchement, c'est abusé, j'en pouvais plus. Et une fois qu'il va découvrir Myrina, ça va être son challenge à Kellen Wills, c'est de l'ajouter à sa liste de conquêtes, ce qui va se faire avoir à son propre jeu, et que Myrina, bien que tentée, arrive quand même un petit peu à rester sur la réserve parce que bon, c'est le mec de sa sœur après tout.
D'ailleurs, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur Nextory. Vous avez de toute façon à chaque fois mon lien en barre d'informations qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits d'utilisation. Toute la saga est disponible. Il n'y a pas le spin-off, mais il y a l'entièreté de la trilogie. Et Mama, c'est ma petite Madeleine de Proust, je crois, en Urban Fantasy. Franchement, c'est waouh, pépite. Alors, par contre, il y a beaucoup de scènes et de tensions sexuelles et c'est très explicite. Vraiment. Donc si c'est quelque chose qui ne vous sied pas, ça ne va pas vous plaire, l'univers, l'histoire, peu importe, il n'y a rien qui va matcher pour vous du coup. Qui serait véritablement dommage parce que c'est une chouette lecture. Quand je me souviens un petit peu de ce qui se passe dans ce premier tome versus là où j'en suis, c'est-à-dire ayant tout terminé, je me dis j'aurais jamais pensé qu'on en serait venu là, qu'il y aurait eu tel cheminement, tel protagoniste qui se serait rajouté, tel retournement. Je suis conquise à 200%. En fait c'est la faute à Anna. Elle m'attrape dans tous ses filets, la reine courtisane ça a été un énorme coup de cœur, la saga coup de cœur, le spin-off coup de cœur, bref, c'est pour ça que j'ai décidé de lire notamment La Guilde des Ombres, et là je vais chialer ma maman. Poursuivons avec un roman un petit peu ambiance gothique, avec notamment Le Manoir de Lexage de Lyndall Clipstone aux éditions Hugo dans leur collection Stardust. Ici on va évoluer avec Violetta et son petit frère qui ont été recueillis par une dame qui équivaut à une mère bien que elle leur fait subir certaines choses. Le problème ici c'est que le petit frère de Violetta, il y a quelque chose avec les ombres qui se passe à tel point qu'il peut devenir dangereux, qu'il n'est pas lui-même, enfin bref, la mère qui les a recueillis en a très peur. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a quelqu'un de très connu qui vit donc au manoir de Lexage qui fait peur à tout le monde. Il aurait noyé toute sa famille quand il était jeune, enfin bref, un monstre. Il va se rendre compte du pouvoir du petit garçon et il va donc décider de l'embarquer chez lui, sauf que Violetta ne voit pas ça d'un très bon oeil, elle va donc accompagner son frère. Bon, il faut arriver là-bas, il se passe plein de trucs, hein, les monstres existent, ils sont un petit peu beaucoup plus proches que ce que l'on pense, et vous avez tout un rapport aussi avec la divinité qui représente la mort versus la vie dans cet univers. C'est une romantasy, alors la romance arrive petit à petit, c'est vraiment slow burn, c'est pas le truc central, mais ça a quand même une place dans cette histoire. Moi j'ai franchement beaucoup aimé, vraiment la personnification de la mort ici, j'ai trouvé ça tellement vrai, c'est-à-dire qu'elle est ni bonne ni mauvaise, elle est là, elle existe tout simplement et elle doit prendre des décisions qui doivent être prises et que personne d'autre ne prendrait, et du coup elle a ce mauvais rôle qu'on lui connaît, mais en même temps on a l'impression qu'elle ressent aussi des choses, c'est assez perturbant. D'ailleurs la fin, j'étais là genre en mode mais what? Pourquoi vous nous laissez comme ça? En fait il y a un tome 2. Voilà, le tome 2, apparemment on serait du coup dans un autre univers, quelque chose de parallèle par rapport à cette histoire. Si vous aimez les ambiances un peu gothiques, un peu creepy, je vous le recommande à 200%, moi je l'ai adoré, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué, enfin plus ou moins en même temps, sur un livre publié aux éditions Hurlevent, à savoir Descendre sur tes mains de Nora Lake, puisque c'est ce côté un petit peu manoir, un petit peu gothique, un petit peu Crimson Peak, et j'ai hâte de lire puisque c'est un style qui me correspond totalement. Et je vous propose de terminer cette vidéo avec mes deux abandons, mais je vais avoir besoin de votre aide pour celui-ci. Il s'agit du coup du This Savage Song de Vili Schwab aux éditions Lumen. Le but pour moi ici, c'est que vous puissiez me convaincre ou non de le poursuivre parce que j'ai l'impression qu'en fait cette lecture elle est adorée par tout le monde. Moi j'avais lu la moitié quand je me suis arrêtée et finalement peut-être que je devrais continuer, et c'est ce que je vais vous demander ici, c'est votre avis par rapport à celle-ci. L'univers qu'a créé Vili Schwab est très intéressant puisqu'en fait on a vraiment la représentation du mal des êtres humains, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un crime est commis, la méchanceté qu'il y a eu dans ce crime devient une personne, est personnifiée, sauf que c'est personnifié en différentes créatures qui sont dépendantes du niveau de cruauté du geste. C'est dans cet univers qu'on évolue en suivant notamment deux protagonistes. Le premier c'est Auguste, un Sun Eye. Un Sun Eye c'est une créature qui est issue du plus violent, du plus horrible acte de l'être humain, donc autant vous dire que c'est l'un des plus badass. Ils sont très peu nombreux et comparés aux autres créatures, ils sont quand même extrêmement intelligents. Auguste évolue plutôt dans le sud de la ville puisque la ville est scindée en deux, notamment par deux chefs, et il a été, ainsi qu'avec deux autres Sun Eye, finalement pris sous l'aile du chef du sud. Alors Auguste, il est extrêmement doux, intelligent, réservé, pas bête, vraiment. En parallèle ensuite Kate. Kate est la fille
du chef qui règne sur la partie nord de la ville, sauf que celle-ci, elle a été envoyée un petit peu tout et n'importe où, puisqu'en fait elle fait que des conneries pour dire simplement, mais elle le fait dans un but précis, c'est d'intéresser son père pour qu'elle puisse revenir à la ville. Elle va très vite avoir gain de cause, ce n'est pas un spoil, elle va revenir en ville. Son but c'est vraiment finalement de se faire bien voir par son père, elle va donc aller à l'école classiquement, etc. Et c'est là qu'Auguste intervient, puisqu'on va apprendre dans le sud qu'il y a la fille du chef du Nord qui est revenu, et on se dit que ça peut être intéressant de peut-être essayer de l'avoir soit dans notre poche, soit en tout cas de pouvoir l'utiliser au moment opportun. Du coup la mission d'Auguste c'est d'aller dans cette école, dans laquelle normalement il n'y a pas le droit d'aller, et de se rapprocher de Kate. Vraiment sur le papier, l'univers, je dis oui, l'intrigue, je dis oui, Auguste, je l'aime beaucoup, Kate par contre, j'arrive pas à m'attacher à elle. Parce que j'aime beaucoup Wish Fab, enfin j'ai adoré le tome 1 de Shades of Magic, j'ai adoré Gallant, là je me rends compte qu'elle a quand même créé un univers très intéressant, que Auguste est un personnage qui m'intéresse également, sur lequel je me pose des questions, mais c'est bizarre à dire, hein, mais l'avenir des êtres humains dans cette ville peuplée de drôles de créatures, j'en ai rien à faire. Kate, j'en ai rien à faire, et donc du coup c'est pour ça que je me retrouve un peu genre ouais mais est-ce que je vais vraiment continuer tout ça juste pour Auguste? Du coup voilà ma question, est-ce qu'on s'attache un petit peu plus à Kate? Est-ce qu'elle devient plus intéressante? Est-ce qu'on en apprend plus aussi par rapport à Auguste? Est-ce que ça vaut le coup de continuer tout simplement? N'hésitez pas à me renseigner parce que là j'ai vraiment besoin de vous. Et pour terminer cette vidéo, mon deuxième abandon, c'est celui-ci, c'est donc le grand maître de la cultivation démoniaque de Muxiangotung Ziyu aux éditions de Bookmark dans une édition collector rayon MXM. Je ne vous citerai pas les noms des protagonistes parce que je vais me perdre très clairement. Et ici, on va suivre justement le grand maître de la cultivation démoniaque qui en fait a été tué. Mais à un moment donné, à notre époque, il y a un jeune personnage qui en fait va faire une espèce d'incantation pour que cette personne prenne possession de son corps. Donc lui il n'existe plus et dans son corps il y a donc ce grand maître. On se dit qu'il est là pour se venger, le grand maître, enfin il a été tué même si on a eu extrêmement peur de lui dans le passé, qu'il a été terriblement puissant, on se dit qu'il va quand même vouloir essayer de défendre un peu son honneur puisqu'il a été tué. Mais en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait une fois qu'il possède ce jeune homme, il a une mission à faire pour garder le corps, donc la mission en question c'est le chapitre 1, c'est chose close. Personnellement vu comment ça avait été annoncé, je pensais vraiment que ça allait être ça toute l'histoire, mais je vous dis premier chapitre terminé. Aussi les chapitres sont extrêmement longs, je préfère vous le dire parce que personnellement je n'aime pas ça. Sauf qu'une fois que ça c'est fait, bah le mec, bon bah il s'en va. Et on sait pas où, on sait pas pourquoi, juste il s'en va, il va faire sa vie, puis il croise des trucs à droite, à gauche. En fait il se laisse porter, mais on comprend pas pourquoi. Du coup je trouve ça extrêmement dommage parce qu'en fait ça m'intriguait, je me suis dit que le mec il va venir, il va tout péter machin et tout. Non, on a des retours en arrière pour raconter un petit peu sa vie, pourquoi il a fait tel choix. Alors les retours en arrière ça dure je sais pas combien de pages pour une conclusion qui aurait pu être donnée en une page, enfin bref. Je pense que c'est vraiment la plume chinoise ici qui ne me correspond pas. Les noms, on se perd énormément dans ceci, il se passe pas grand chose, ça va très très lentement, c'est vraiment pas fait pour moi. Par contre si c'est quelque chose que vous connaissez de base et que vous appréciez, je suis sûre que ce livre, vous allez passer un bon moment. Bon ce qui est dommage c'est que c'est l'édition collector et que je l'ai payé 30 € quand même. On m'a dit de regarder la série, l'animé en fait pour que je puisse apprécier le roman. Alors moi je marche pas comme ça en fait, on doit pas regarder quelque chose pour apprécier la lecture d'autre chose. Je trouve ça ridicule. Pas dans le sens vos conseils pardon qui ont été très bien et j'en ai pris compte, mais dans le sens où pour moi, pour comprendre un univers et l'apprécier, on n'est pas censé avoir besoin de regarder un animé quoi. Donc du coup il va arriver très prochainement en vente sur mon Vinted. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère du coup que mon petit avis sur l'ensemble de ces lectures vous aura quelque peu aiguillé, bien que du coup je vous demande votre aide dans cette vidéo. Je vais être assez expéditive là sur la fin puisque ma fille est en train de se réveiller de la sieste et elle m'appelle en pleurant, j'ai pas forcément envie de la laisser pleurer trop longtemps. Je vous remercie pour votre soutien, que ce soit les petits pouces en l'air, la petite noix de coco en commentaire ou pour les partages si vous souhaitez le faire. Je vous embrasse très fort, passez de très belles lectures et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.